l'histoire cachée du peuple congolais. Cette histoire nous est racontée par monsieur Ebiatsa Opiel. Bonsoir monsieur Ebiatsa. Bonsoir Fabrice. Alors vous êtes historien d'origine congolaise, vous êtes né en 1946 au Congo-Brazzaville. Vous avez étudié de 1972 à 1976 à l'Université internationale de Brazzaville, Maria-Bravi. Vous avez également fait la fac des lettres à Yaoundé de 1979 à 1982. Et vous êtes admis à la Sorbonne en 1982, de 1985, également à Montpellier, à Paul Valéry, où vous avez fait des recherches approfondies sur l'histoire. Vous êtes également professeur certifié d'histoire et vous avez un doctorat d'État en histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci bien, Fabrice. C'est un honneur. Je vous en prie. Et donc ce soir, nous allons traiter essentiellement sur l'histoire cachée du Congo-Brazzaville, cette histoire que peu de Congolais connaissent, que vous nous avez donc donné une esquisse il y a 2 ans au Salon du Livre où j'ai eu la chance de vous rencontrer et depuis nous avons noué un contact et on a eu du mal à établir ce rendez-vous, nous l'avons eu enfin aujourd'hui. Donc nous traiterons essentiellement les points sur l'histoire précoloniale du Congo et post-coloniale pour voir comment est-ce que les peuples ont évolué. Très bien. Alors, donc, ma première question, d'abord, c'est quelque chose qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire du peuple congolais, du Congo-Brazzaville, n'est pas enseignée telle que vous la connaissez et telle que vos confrères la connaissent. Est-ce que vous avez essayé de combattre ce fléau pour pouvoir apporter quand même, léguer à ces générations à venir quelque chose de plus consistant? Oui, en effet, on ne sait même pas si on enseigne l'histoire vraie de notre pays. Parce que déjà, à partir même des témoins d'histoire, aujourd'hui, on considère l'écriture et les édifices en pierre comme les seuls témoins dignes d'une véritable histoire. Ce sont des choses qui n'existent pas dans nos civilisations. Nous sommes des civilisations de l'oralité. Nous sommes surtout au Congo une civilisation du végétal, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus travaillé sur l'herbe, sur les feuilles, que sur les pierres qui sont chez nous des objets sacrés auxquels il est interdit de toucher n'importe comment. Bref, mais malgré tout cela, il existe quand même ce que nous appelons au Congo une mémoire rituelle. D'accord, nous allons venir, M. Opiel. Alors, nous allons donc partir sur la première question que nous avons. Alors, c'est sur les origines du peuple bantou et des peuples qui, aujourd'hui, peuplent le Congo-Brazzaville. Alors, d'où vient-il, essentiellement? Alors, sur la question, nous avons aujourd'hui, au Congo, 2 thèses en présence. Il y a la thèse qui est développée par l'école historique de Brazzaville, qui fait partir les peuples qui sont aujourd'hui installés au Congo, des Grassfield camerounais. Ils descendent, traversent les forêts et vont jusqu'au sud de l'actuel Congo, de l'autre côté. C'est de là-bas qu'ils remontent, traversent le fleuve et peuplent le Congo. Ça, c'est la théorie de l'école de Brazzaville. Et cette théorie nous situe approximativement en quelle année? Alors, mais probablement, d'après les études menées par ces chercheurs, nous sommes quand même au IVe siècle avant Jésus-Christ, dans ces migrations-là. D'accord, oui. Mais ce sont des migrations qui sont accompagnées par des peuples autochtones, c'est-à-dire, je veux dire, par les Pygmées, puisque l'histoire, vous allez me contredire si je me trompe, on nous enseigne que les premiers peuples qui ont peuplé ces régions, ce sont les Pygmées. Non, mais bien sûr, donc, ces peuples bantous qui viennent du Cameroun rencontrent les Pygmées sur les terres actuelles du Congo. Ils les rencontrent sur les terres actuelles du Congo.
Ça, c'est la première thèse. D'accord. Il y a une deuxième thèse que nous avons développée au Centre d'histoire africaine totale de Montpellier, hein, qui consiste à dire quand même qu'à un moment donné, c'est vrai, qu'il y ait eu des peuples venus de l'autre côté, en fait, mais il y a ce que nous appelons l'ethnogenèse, c'est-à-dire il y a des peuples qui sont nés sur place, au Congo, soit de la transformation, pas soit, c'est-à-dire de la transformation des anciens peuples. D'accord. Depuis du peuple pygmée, effectivement. D'accord. Et donc là, c'est l'origine des peuples. Et donc là, vous nous situez approximativement au 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, durant toute cette période, je vais un peu faire un saut, parce que autrement on va passer beaucoup de temps. Cette période qui partant du 4e siècle jusqu'à l'ère où les civilisations donc, de cette région africaine rentrent en contact avec avec les peuples qui viennent du Nord, notamment les Européens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est à quelle année exactement? Parce qu'on nous présente comme si de Brazza est arrivé et qu'avant de Brazza, il n'y avait pas d'Européens qui avaient exploré la région. Ce qui est faux, puisque selon ce que nous apprenons, il y a eu des Européens avant de Brazza dans ces régions. Oui, bien sûr. Les premiers, c'est la première vague européenne conduite par les Portugais au XVe siècle aux portes du royaume du Congo. Mais quel royaume? Parce qu'à l'époque, ce n'est pas le royaume du Congo qui existe. Non, alors on appelle ça le royaume, on dit le royaume du Congo, hein, mais ce serait plutôt... Alors, d'aucuns parlent du royaume d'Angola. Hein. Alors, à mon avis, c'est une création du Portugal, qui est un royaume, le royaume du prêtre Jean, qui vient rencontrer des peuples, mais qui les organise à sa manière. Hein? Parce que... Et là, on se situe en quelle année? Alors nous sommes à la fin du XVe siècle, parce que Diego le Chien, comme on l'appelle, arrive à l'embouchure du Congo en 1482. Nous sommes à la fin du XVe siècle. D'accord. Oui. Et donc là, il existe exactement au XIVe siècle, il existe combien de royaumes dans cette contrée, je dirais, des royaumes féodalisés? Alors, à la fin du XVe siècle, lorsque les Portugais arrivent sur la côte, on leur parle d'un grand royaume qui se trouve du côté du fleuve. Et ce royaume, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui le royaume Téké, mais que eux, ils ont appelé le royaume des Anziques, le royaume d'Anzico. Alors, c'est l'un des plus anciens royaumes du bassin du Congo. Ça, nul doute. Et on arrive, en lisant les descriptions de ces Portugais, à un royaume du Congo, organisé. Et puis d'ailleurs, je reviens un peu, le mot royaume n'est pas approprié, il n'est pas congolais. Hein? Royaume. Tu as un roi, tu as une cour, mais ce n'est pas ça au Congo. Eh bien, nous, normalement, on parle des Nsi. Les Nsi, c'est-à-dire une terre, un regroupement de villages, de provinces, sous l'autorité d'un chef. Alors, voilà la première erreur que l'on commet quand on nous donne pour componentiel le mot royaume. Ce qui nous oblige à organiser les choses selon les cours européennes. Et c'est justement là... Oui, mais quand vous dites à organiser les choses, c'est-à-dire à organiser littéralement. C'est-à-dire que dans nos recherches. C'est cela, c'est cela. Dans la pratique, ce royaume n'était pas organisé, bien sûr, selon le modèle européen. Comme aujourd'hui, on le connaît. Alors, le royaume du Congo, oui, le royaume Congo, oui. Et c'est pour ça qu'on se pose la question.
Non, le royaume Teke, oui, parce que c'est le plus ancien, c'est un royaume d'essence sacrée. Parce que le nom Congo, il n'existe pas à l'époque. Ah, j'aimerais pas, moi je crois que c'est même, mais bon, c'est difficile à dire, mais c'est une création portugaise. Européenne. Hein? Tout à fait, c'est une création portugaise parce qu'il fallait asseoir une certaine notoriété sur une région, hein? Il fallait l'organiser, donc on organise ce royaume comme on l'organise à l'européenne, et on arrive à des guerres de succession. Des guerres de succession parce que la succession n'était pas organisée dans cette société, ou c'est parce que il y a une intervention extérieure qui veut imposer une succession? Mais normalement, la succession, si elle est organisée selon un schéma traditionnel, Oui. elle est indiscutable. On ne peut pas faire en sorte que... Nous sommes sur la deuxième question. Hein. Oui, justement, nous sommes sur... Le deuxième point. Voilà. Sur l'organisation sociale des peuples africains, Voilà. notamment dans les régions d'aujourd'hui du Congo. Voilà. Donc on ne peut pas faire en sorte que deux frères se battent pour devenir roi. Parce que dans le schéma traditionnel, il y a des branches du pouvoir. On sait qui prend le pouvoir et ça ne se discute pas. Donc quand tous ces rois chrétiens du Congo et leurs fils se battent, se rebattent jusqu'à faire disparaître un royaume, c'est que probablement ce royaume n'a pas été la création originale du peuple Congo. Je comprends. Mais dans cette organisation, quelle était la place de la femme, la place des autres, je dirais, populations qui ne faisaient pas partie, je dirais, de la cour royale? Oui. Oui. En d'autres termes. Oui, là tout à fait. Vous m'amenez à brosser rapidement le schéma de l'organisation sociopolitique. Très bien, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Parce que nous avons une société qui est à la fois hiérarchisée et inégalitaire. Hiérarchisée parce qu'on passe de l'homme libre, d'abord des asservis. Les asservis, tu as les hommes libres. Et ces hommes libres sont les habitants d'un village ou d'un terroir qui a à sa tête un chef. Le Ngansi, très bien connu dans toutes les aires culturelles. Traduisez le Ngansi. Le chef de terre. Voilà, le propriétaire de la terre. Très bien. Ce Ngansi a au-dessus de lui un plus grand Ngansi. Donc un grand Mfon, comme on appelle un grand Mfumu. Très bien. Et plus loin, dans les sociétés hiérarchisées, tu aboutis à une autorité unique qui fait le pont. C'est ce que les Bateka appellent Onko. Très bien. Le pont, c'est un pont tout simplement. Onko, d'accord. Oui, c'est le pont. Donc le pont entre toutes les branches de la société. Alors, la femme dans cette affaire-là, la femme est, dans la société africaine traditionnelle, notamment dans la société congolaise, est considérée comme une cadette sociale. C'est-à-dire que, dans le village, vous avez les aînés, donc ceux qui sont proches des ancêtres, qui possèdent le savoir. Très bien. Et de l'autre côté, vous avez les cadets, qui n'ont pas encore l'âge, ils ne sont pas mariés. Mais les femmes appartiennent à cette catégorie dite des cadets. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas droit à la parole, elles n'ont pas droit à la décision, elles ne sont même pas sollicitées. Et à un moment donné, on peut les mettre en circulation comme des biens, comme des marchandises. D'accord. Lorsque je dois de l'argent à un chef et que je ne peux pas le lui rembourser,
je peux prendre ma nièce et aller lui dire, écoute, je te la donne, éponge-moi ma dette. Engage. Même pas engage, mais c'est... Voilà. Elle devient une asservie. Et donc asservie, elle devient la femme de la cour du chef. C'est une forme d'esclavage ou... parce que de ce qu'on aurait appris, l'esclavage n'a pas réellement existé dans ces régions comme cela a été dans d'autres... en Afrique du Nord. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'utilise le mot asservi. Parce que l'homme ou la femme que l'on donne en gage quitte une famille, mais devient membre d'une nouvelle famille. Dans cette famille qui le reçoit ou qui la reçoit, elle est désignée par le même terme que tous les hommes d'âge de la famille. C'est-à-dire que c'est le grand frère, c'est le grand-père, c'est le père. Et au fil des générations, le caractère d'asservi même disparaît. Parce que la plupart du temps, il a été le confident du chef de famille. Je comprends. Et d'accord, est-ce qu'il est arrivé à ces asservis, donc là on prend le cas d'une femme, et lorsque c'était des hommes, qu'est-ce qui se passait? Lorsque c'était des jeunes hommes qu'on prenait et qu'on donnait comme, pour être asservis à une famille ou encore à un autre, à une chefferie, je ne sais pas, ça se passait comment? Est-ce qu'il avait le même traitement ou il était plutôt, je dirais, martyrisé, je ne sais pas? Ah non, 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 du tout. Il était intégré à la famille. Adopté. Adopté, il arrive. S'il a l'âge de ton grand frère, tu l'appelles grand frère. D'accord. Voilà, s'il a l'âge du père, tu l'appelles père. Et il peut arriver même qu'à un moment donné, il devienne même le chef de famille. D'accord. C'est intéressant. Et donc, nous allons faire une petite pause. D'accord. Et ensuite, on va revenir sur la deuxième partie. Donc, nous allons discuter essentiellement sur la place de l'écriture dans la société africaine bantou. Donc, dans les régions de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, pardon, dans tout le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous allons également aborder le sujet sur les bâtisses et les infrastructures dans ces contrées. Nous allons voir ensemble comment est-ce que ces peuples organisaient leur savoir-faire, comment est-ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils n'ont pas bâti,